C'est une terrible disparition que nous évoquons ici aujourd'hui. En effet, le jeudi 16 novembre 1978, lors de la toute première route du Rhum, cette transatlantique qui a lieu tous les 4 ans et deviendra mythique par la suite, un très grand navigateur va disparaître. Les conditions de la disparition d'Alain Colas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, restent à ce jour mystérieuses. On a tout envisagé, tout pensé, tout dit et écrit à ce sujet. Force est de constater que jamais un corps ou un morceau de l'épave n'ont été repêchés. Cela se passait au large des îles portugaises des Açores, en plein océan Atlantique. Malgré ses récents succès, sa très grande expérience, un peu de baraka aussi disons-le, l'homme et son bateau Manureva disparaîtront ce jour-là corps et bien. Alors, plus de 45 ans après les faits, au vu des éléments techniques et d'enquête que nous avons pu consulter, appuyés par quelques témoignages crédibles, essayons simplement de comprendre ce qui a pu se passer et ce qui a entraîné le drame. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 2 terribles disparitions qui se sont passées en pleine mer. Au XXe siècle, les années 60 à 80 verront la naissance de grandes courses de voiliers. En effet, les amateurs de sensations fortes ne se contentent plus de régates et de rencontres ponctuelles trop arrangées. Non, ils veulent s'affronter, en découdre là où c'est possible, en haute mer, dans des véritables défis sportifs où la chance, le hasard, mais aussi la compétence, la préparation rigoureuse seront des atouts pour briller. Et il est vrai que la technologie, les nouveaux matériaux, plus malléables, plus faciles à travailler, les aident grandement dans tous ces défis. Ainsi naîtra, dès 1975, l'idée de la route du Rhum, une transatlantique courue tous les 4 ans seulement, en solitaire et sans escale, entre fin octobre et début novembre, entre Saint-Malo, dans le département d'Ille-et-Vilaine, et Pointe-à-Pitre, port situé au sud-est de l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles françaises. L'objectif est aussi de concurrencer la célèbre transatlantique britannique, quasi monopolitique alors, la prestigieuse Austar, disputée entre Plymouth en Grande-Bretagne et Newport aux États-Unis. Il y a là comme des effluves d'indépendance de la voile française. La traversée, de plus en plus rapide, se fait maintenant en moins de 7 jours, ce qui est un véritable exploit sportif, face aux 23 jours de la toute première édition. Après quelques difficultés d'organisation et de réglementation internationale à observer, la première édition a lieu à l'automne 1978, sur une distance théorique de 3510 miles. Il y a 38 participants qui s'élancent des quais malouins, déjà serrés dans les écluses de sortie, le dimanche 5 novembre 1978, devant une foule immense, venue de partout. Il faut dire qu'on a fait les choses en grand, et que cette course fascine. Et parmi les skippers radieux, enfin parés pour la grande aventure, celle d'une vie parfois, il y a Alain Colas.
Dans la course, les catégories de bateaux restent hétéroclites. Entre les monocoques moins rapides mais plus sûrs et les multicoques plus puissants mais moins fiables, la bagarre promet de faire rage, d'autant que l'Atlantique et ses caprices offrent un alléchant horizon des possibles. C'est d'ailleurs l'un des enjeux annexes de cette première route du Rhum. La lutte pour la suprématie entre les monocoques, encore largement majoritaires, et les multicoques, poulains fougueux naissants. On compte beaucoup de multicoques qui, peu à peu, s'imposent au large, comme ces trimarans surtout, allant du plus grand au plus minuscule, que la presse compare à une libellule. Et puis des monocoques, là encore de tailles très diverses, du petit 9 mètres, presque invincible dans l'écluse, au 39 mètres d'un scarabée royal. On le sait donc, cette route du Rhum fut inventée en réaction épidermique à la volonté des organisateurs britanniques de l'Eurostar, la seule transat qui vaille à l'époque, de limiter arbitrairement à leur seule initiative la taille des bateaux à 18,28 mètres à partir de 1980. La mesure est très politique aussi, car la domination des skippers français, avec leur immense coursier des mers, agace méchamment les Britanniques. À l'origine, le bateau avec lequel Alain Colas disparaîtra est le Penduick IV, propriété d'Éric Tabarly. Mais le navigateur va très vite le rebaptiser en Manureva dans les années 1970. Il est vrai que le nom est plus poétique et moins technique. Cela signifie « oiseau des îles » en tahitien, langue et pays dont Alain Colas est tombé éperdument amoureux. C'est un trimaran expérimental qui jadis a aidé Éric Tabarly à construire sur les chantiers de l'Orient en 1968, puis qui lui a racheté en 1969 en se saignant financièrement. D'une longueur totale légèrement supérieure à 20 mètres, d'un mètre beau, sa largeur en fait de 10 mètres. C'est déjà un beau navire d'un déplacement de 8 tonnes et gré d'une voilure de 107 mètres carrés. Avec ce trimaran rapide et effilé, il gagnera la Transat anglaise en 1972 et effectuera également le tour du monde en solitaire, une boucle géante de Saint-Malo à Saint-Malo via les 3 caps, ceux de Bonne-Espérance, le Wing et le mythique Cap Horn en solitaire en 1973. Parti de Saint-Malo le 8 septembre 1973, il y reviendra le 28 mars 1974. Il explosera un vieux record britannique de près de 32 jours. C'est peu dire que l'homme est un grand. Alain Colas dira de ce bateau est le prolongement de moi-même. Il fait partie de moi, je fais partie de lui. Il l'avait remanié et transformé en profondeur, cap ornisé, comme il aimait dire, pour le rendre plus stable et plus apte à dompter les terribles 40e rugissants de l'Atlantique. Âgé de 10 ans maintenant, ayant déjà beaucoup baroudé sur toutes les mers, tous les océans, le Manureva, ce majestueux albatros, bleu comme l'azur et grand comme un court de tennis, entreprend donc un énième périple en ce dimanche maussade de novembre 1978. De toutes les façons, c'est promis, cette route du Rhum sera sa dernière course. Ensuite, il est prévu que Manureva soit directement convoyé vers son nouveau port d'attache, celui de Tahiti. Là-bas, loin de la métropole, il redeviendra un bateau de travail et de loisirs aux côtés du célèbre club méditerranéen, ce fameux 4 mâts de 72 mètres qu'il a fait construire en 1976, 2 ans auparavant. Alain Colas est à cette époque l'un des plus grands skippers français. Auréolé de plusieurs succès internationaux,
fin connaisseur de la mer, visionnaire aussi en conception de navires, à 35 ans, ce Nivernais, né en 1943 à Clamecy, loin de la mer donc, rêve bien sûr de remporter cette mythique course. Il n'a en effet jamais voulu entrer dans la faïencerie familiale. Après de brillantes études à Auxerre, à Dijon et enfin à la Sorbonne à Paris. Non, le garçon découvrira vraiment la mer et ses atouts, qui le séduiront à jamais, lors d'un voyage, pour le moins rocambolesque, et basé sur une incompréhension linguistique, en Australie, durant l'hiver 1965. La suite n'est faite que de rêves. La rencontre avec Éric Tabarly, la navigation vers la Nouvelle-Calédonie. D'autres marins, et pas des moindres, comme son ami Olivier de Kersauzon, découvriront alors cet homme complètement hors sérail, issu de la France profonde, pratiquant tout juste le canoë-kayak en rivière, affable et curieux de tout, en un mot, iconoclaste dans ce monde de la voile un peu fermé et bourru. Comme quoi, rien n'est impossible. Son épouse, Thera, rencontrée en 1971 et évidemment originaire de la lointaine Polynésie, et leurs 3 enfants, une fille de 4 ans et 2 jumeaux, qui n'ont que 8 mois au moment du drame, portent tous des prénoms tahitiens. Son épouse dressera de lui un portrait tout en sensibilité. C'est un macho marin skipper gentleman, avec ce côté anglais que j'adorais. Il n'y a rien à ajouter, car tout a été dit en peu de mots. Mais revenons rapidement sur un événement qui, 3 ans plus tôt, a marqué sa vie et a marqué l'homme dans ses chairs. Le 19 mai 1975, lundi de Pentecôte, dans le port de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Alain Colas, jamais à court d'idées pour partager sa passion de la voile, rentre d'une promenade en mer sur Manureva, où il a embarqué, avec sa femme, sa fille et ses équipiers, 2 journalistes de Paris Match. Mais il va trop vite, se prend les pieds dans une drisse, voit sa cheville droite sectionnée et partir en lambeaux, heurte violemment le ponton et est grièvement blessé. On dit que la voile, c'est fini pour lui. Mais, au bout de 20 opérations chirurgicales plus tard, il foule à nouveau le tech de son navire. Dans le port de Saint-Malo, là où mouillent les bateaux juste avant le départ, au moment du départ, moment toujours crucial, Alain Colas est fatigué, tendu, nerveux, même un peu étrange, taciturne, comme absent à lui-même. Son épouse, fine lame en sentiment, fusionnelle, le conjure de ne pas partir. Même l'un de ses principaux concurrents, Olivier de Kersauzon, 34 ans à l'époque, s'inquiète également. Comme un symbole, c'est justement Éric Tabarly, son mentor, qui donne le départ de cette première route du Rhum, depuis la passerelle du ferry Armorique. La première grande manœuvre est d'ordre tactique. Pour relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, il y a en effet 2 écoles. Soit prendre la route la plus courte via les Açores, au risque de se heurter à des conditions de navigation compliquées, soit longer sagement les côtes de la péninsule ibérique, puis nord-africaine, pour aller chercher au sud, à la latitude des îles Canaries, les alizés. Ces vents porteurs irréguliers, plus que favorables à la glisse, mais obligeant à rajouter presque 1 millier de miles de distance. La première option est celle des monocoques, moins rapide en pointe mais beaucoup plus malléable aux différents types de mer. La deuxième est généralement choisie par les multicoques, bien plus confiants en leur capacité à aller vite qu'à passer les fortes houles. Tous les multicoques l'adoptent, enfin presque tous, car
Manureva restera sur la première option. Un pari osé qui correspond bien aussi à l'esprit d'Alain Colas, dont beaucoup connaissent et parfois s'inquiètent, de son côté tête brûlée. Mais pari gagnant en effet. Dès le lendemain du départ, au large d'Ouessant, la flotte très disparate se fait cueillir par une violente dépression, qui décante déjà les positions et provoque une casse importante chez de nombreux skippers. Alain Colas, malgré quelques soucis de pilote, tient le coup. Dans l'une des dernières photos prises de Manureva, au large du cap Finistère, alors que la mer est encore très agitée, on le voit toute voile dehors, là où les autres passent plus prudemment. Et alors que la course s'éloigne du golfe de Gascogne pour s'enfoncer peu à peu dans l'immensité du grand large, le voilà déjà en tête de la course ou pas loin. Difficile de le savoir vraiment. Les techniques de géocalisation n'existent pas encore. Les balises Argos sont sur le point d'être inventées et les pointages sont plutôt effectués au doigt mouillé, selon les positions que veulent ou peuvent bien donner les concurrents, quand leur radio veut bien fonctionner elle aussi. Caprice du temps et fragilité du matériel s'allient souvent. Chaque jour en effet, du moins chaque jour qu'il le peut, Alain Colas essaie de joindre par téléphone satellitaire, novateur alors, un tout jeune journaliste sportif, spécialiste de voile au sein de la station de radio Monégasque, à qui il a vendu en exclusivité les droits de récit de sa course. Ça, c'est tout Alain Colas, communicant hors pair, coqueluche des médias, avec look irrésistible, roue flaquette d'explorateur britannique, narrateur à nul autre pareil. Le gros de la tempête est passé, et il doit donc reprendre des forces avant la prochaine dépression, qui est déjà en train de se creuser, tout là-bas, plein sud, à l'approche des Açores, achevant définitivement de convaincre les derniers hésitants de s'y précipiter. Alain Colas, lui, garde le cap qu'il s'est fixé, option qui, en effet, semble se dessiner comme la plus payante. Mais n'est-ce pas de la folie? Rappelons aussi qu'en 1978, et c'était hier seulement, les prévisions et les données météorologiques sont alors bien plus sommaires qu'aujourd'hui. Le dimanche 12 novembre 1978, tout va toujours bien à bord. L'archipel des Açores est en vue et, si rien ne vient contrecarrer les projets du skipper, il sera passé dès le lendemain. Alain Colas accuse désormais quelques heures de retard sur le français Michel Malinowski, dont le monocoque Critter 5 s'accommode davantage de ses conditions de navigation bien compliquées. Mais il reste très optimiste. Au soir du mercredi 15 novembre 1978, soit 10 jours après le départ de Saint-Malo, il estime avoir fait la moitié de son temps de trajet, et probablement le plus dur. Devant lui, il y a l'Atlantique. Le jeudi 16 novembre 1978, Alain Colas navigue au large des Açores, ces magnifiques îles portugaises, situées en plein océan Atlantique. C'est de là que tous les skippers vireront à droite, toutes et tenteront de rejoindre au plus vite les Antilles. Pourtant dehors, la mer est mauvaise, la tempête, cette dépression tropicale coutumière des lieux, est là depuis un jour déjà. Ce n'est pas anormal en cette saison et par ces latitudes, disons-le franchement, et cela n'effraie nullement ces marins intrépides. À 6 heures du matin, heure française, soit 7 heures en temps universel, un contact radio précaire a pu être établi après plusieurs tentatives. Il y a un peu de friture sur la ligne, et Alain Colas doit s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à joindre son interlocuteur. Maintenant, chaque geste s'enchaîne bien. Le pied se pose en prenant
Le ton est toujours enjoué, enthousiaste même. Aucune angoisse dans la voix. Ces mots seront pourtant ces derniers captés en métropole. Depuis, c'est le silence. Silence total. Silence assourdissant. Silence insupportable. Après déjà 11 jours de mer, Alain Colas effectue une liaison radio quotidienne. Je suis dans l'œil du cyclone. Il n'y a plus de ciel. Tout est amalgame d'éléments. Il y a des montagnes d'eau autour de moi. Ce sera sa dernière conversation avec les vivants, ultime mot d'un homme qui se bat contre les éléments. Le silence radio qui s'est installé depuis la dernière conversation avec la terre ferme inquiète sévèrement les membres de l'équipe, dont Jeff le frère, le sponsor média RMC Radio Monte Carlo et son épouse. D'autant que les vacations radio avec la station de Saint-Lys Radio en Haute-Garonne, que tous les navigateurs et marins connaissent bien, ont lieu à un rythme régulier quasi immuable, sauf avarie ou imprévu de taille. Au port de départ, aucune nouvelle ne parvient plus le lendemain. Le vendredi 17 novembre 1978. C'est silence radio. On se résigne, la mort dans l'âme, à aviser la marine nationale. 3 navires de recherche de surface sont aussitôt dépêchés sur zone, se fiant aux derniers points fixes et de positions localisées. Des avions de reconnaissance et de patrouille maritime, 4 Breguet Atlantique 1150, basés en Guadeloupe, fleuron de la marine française, fin détecteur de navires en difficulté ou en perdition, viendront compléter ce dispositif et survoleront longuement, eux aussi, la zone du dernier message radio et la probable route empruntée. Ils ausculteront, c'est le mot exact, près de 2 millions de kilomètres carrés d'océan, en effectuant plus de 400 heures de surveillance et de recherche. Mais, chaque soir, ils reviennent bredouille. Sa dernière position connue était celle-ci, 36°30 nord et 35°34 ouest, au sud-ouest des Açores. Le drame vient aussi du fait que les autres bateaux ne connaissent même pas la mésaventure de Manureva. Un sauvetage, alors, n'aurait pas été envisageable. Certains apprendront la triste nouvelle seulement en arrivant. C'était encore l'ère des grandes aventures solitaires. La marine portugaise s'associera de même à ces recherches en mer, recherches qui dureront 1 mois entier. Mais rien n'y fait. Aucun élément d'une épave n'a jamais été retrouvé dans ces eaux tumultueuses. Aucun débris flottant quelconque n'est repéré. Les autres skippers, surtout tous ceux encore derrière Manureva ce jour-là, ne verront rien non plus. À l'arrivée à Pointe-à-Pitre, dès le mardi 28 novembre 1978, on s'inquiète, certes, mais on relativise aussi. Il arrive que des concurrents ayant rencontré des avaries sévères se présentent bien tardivement à la ligne d'arrivée. Et on pense au radeau de survie, à la panne radio, encore fréquente dans ces années-là. Car ici, une fois l'arrivée des premiers salués et arrosés comme il se doit, il reste quand même 2 voiliers en course, dont on est sans nouvelles depuis le passage de l'île d'Ouessant, à la pointe de la Bretagne, 3 semaines auparavant. Et une dizaine d'autres dont les radios marines se sont tues depuis une 8aine de jours déjà. Et Manureva fait partie des 2 premiers, pour lesquels on est très inquiet. Et puis, la chose est banale, quelques rumeurs nauséabondes enflent rapidement autour de la ligne d'arrivée, où l'ambiance festive, solidement imbibée de rhum, n'aide peut-être pas à la plus parfaite lucidité. Certains mauvais esprits persiflent qu'Alain Colas bluffe, pour faire encore parler de lui. D'autres
en rajoute, disant qu'il s'est planqué sur une île déserte pour échapper au fisc ou refaire sa vie avec une beauté. Moi je me disais, pendant que mon frère est en train d'agonir, qu'il a peut-être plus d'eau, plus rien à bouffer, il y a des espèces de salauds qui racontent ce genre d'histoire. Alors qu'Alain, c'était la vie même. Je trouvais que c'était pas la peine de s'inquiéter. Puis après, je me suis dit, bon, on va aider à monter une combine. Et puis après j'ai regretté qu'il n'en ait pas monté une, parce qu'on l'a pas retrouvée. Je suis passé par différentes phases. On songe même à une fin volontaire orchestrée, ou à un simulacre de naufrage, avec un changement de cap aussi discret qu'intentionnel. Tout cela, cependant, ne fait pas très sérieux, et l'enquête ouverte passera rapidement là-dessus. Mais au fil des jours qui passent, et puis des semaines, l'espoir s'amenuise peu à peu, et les recherches aussi. Même en canot de survie, il y a peu de chances de survie si longtemps, sans eau ni nourriture. Si d'aucuns gardent l'espoir, et c'est tout à leur honneur, la raison commande cependant de mettre fin aux recherches. Et le mercredi 27 décembre 1978, le ministère de la Défense annonce avec gravité, mais aussi lucidité, leur arrêt officiel. Cette fois, c'est définitif. L'océan Atlantique gardera à jamais le mystère Manureva, niché au fond de son cœur. Alors, que s'est-il vraiment passé? On se pose 1000 questions, toutes plus épineuses les unes que les autres. On ne le sait pas, on ne l'a jamais su, et on ne le saura sans doute jamais. L'hypothèse la plus plausible, techniquement et scientifiquement, est que Manureva a tout simplement été emporté par une forte vague scélérate, ou pris dans un vortex. Ces fameux tourbillons sournois formés au centre des dépressions maritimes et a brutalement piqué de l'avant. Ou peut-être a-t-il fait une mauvaise rencontre dans l'océan immense, la route des Açores étant très fréquentée par les cargos de tout type et de toute taille. Dans tous les cas, sa coque, faite d'un type d'aluminium spécial, matériau qui sera plus tard remis en question pour sa propension à casser trop rapidement, n'aura pas résisté. Devenu de fait et de droit, le dépositaire de la mémoire de son frère disparu, Jean-François, qui se faisait appeler Jeff, s'accrochera longtemps, comme une bouée de sauvetage, au moindre signe. Et des signes, il y en aura bien quelques-uns. Quelques jours après l'arrivée de la course, le capitaine d'un cargo allemand qui naviguait dans les parages déclare avoir vu à la surface de l'eau une longue forme effilée de couleur blanche, tout près des Açores. Puis, le dimanche 3 décembre 1978, 2 radios amateurs font état d'une conversation hachée, très courte, mal audible, qu'ils auraient captée via leur antenne, comme un appel de détresse. Mais tout cela n'a duré que quelques secondes à peine, puis plus rien. À nouveau le silence. Enfin, que dire de cette bouteille en matière plastique, échouée en avril 1979, sur une plage de l'île de Ré, avec à l'intérieur un court message glaçant de 3 mots à peine. Venez vite, Alain. Mots griffonnés d'une écriture difficile à décrypter et dont la signature apparaît comme grossièrement imitée. Probablement une mauvaise blague, car les bouteilles plastiques n'étaient pas alors l'apanage de tous ces marins. Souhaitons-le en tout cas. La famille d'Alain Colas, elle, ne perd pas espoir, ira jusqu'à faire appel à des radiesthésistes pour retrouver trace de son cher disparu. Mais progressivement, d'échec en échec, elle finira, elle aussi, à se résoudre à l'indicible et à l'inimaginable, sans pouvoir réellement entamer son travail de deuil. On évoque même un fantôme,
d'ailleurs aperçu à plusieurs reprises dans les rues de Clamecy, sa ville natale, par des personnes à l'imagination sans doute un peu trop débordante. La rumeur encore et toujours. Mais il y a aussi l'épais mystère qui entoure ce naufrage, si toutefois naufrage il y a eu. Normalement, on finit toujours par retrouver soit le corps du ou des disparus, comme celui d'un autre skipper, repêché un mois après sa disparition en mer d'Irlande en 1998. Soit au moins des restes du bateau, échoué sur une côte ou dérivant. Mais là, rien, strictement rien. Pas un débris, rien, pas un boulot, pas une vis. Il s'est volatilisé avec son bateau, purement et simplement. La réalité est probablement plus prosaïque. Alain Colas a disparu, tout simplement, corps et bien. Sa mort physique finira par être statuée par un tribunal administratif de Papeete, en Polynésie. Un arrêté administratif important, malgré tout, qui mettra fin définitivement aux rumeurs persistantes ou aux enquêtes d'assurance. Un marin emporté par la houle. Voilà un drame d'une banalité presque confondante pour une légende devenue éternelle. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, où les conditions de sécurité sont désormais sans commune mesure. Mais fut un temps où les naufrages faisaient, malheureusement, presque partie intégrante des courses à la voile. En 2014, soit 36 ans après le drame, certains proches du skipper mettent en avant l'état de délabrement possible du voilier au moment de la course pour expliquer les causes de la disparition du navigateur. Les 3 coques en aluminium auraient présenté des milliers de criques et de multiples fissures selon un examen minutieux entrepris par le commissariat à l'énergie atomique sur des matériaux identiques et de construction sauvegardée. Elles n'étaient cependant pas visibles à l'œil nu, car masquées par plusieurs couches de peinture. Avant le départ de novembre 1978, lors d'un vaste chantier de remise à niveau, effectué au chantier naval de Minihic sur Rance, dans le département d'Ille-et-Vilaine, sur les rives de la Rance. Il semble que, peut-être dit-on, de nombreuses soudures faisaient en réalité défaut, notamment au niveau des bras de liaison, et que la coque principale et les 2 flotteurs additionnels étaient sujets à des voies d'eau récurrentes. Est-ce possible qu'Alain Colas a-t-il pu négliger cela et l'ignorer? Permettez-moi d'en douter. De toute façon, rien n'excuse, on n'a jamais rien retrouvé. Ce n'était pas une toute petite barque, le bateau était gigantesque. Gigantesque, bien sûr, mesure, attention, mais c'est quand même très mystérieux. En tout cas, une plaque est apposée à Clamecy, dans le département de la Nièvre, en son honneur. La ligne d'arrivée n'est pas encore franchie que déjà les médias sont au rendez-vous. Alain, sers-toi de ton porte-voix en t'entendant assez mal. Tu passes pas mieux là comme ça? Beaucoup mieux.
Le 13 juin 1998, Éric Tabarly, sans doute le plus grand skipper français des années 70-80, va disparaître en mer d'Irlande, à la suite d'une chute à la mer. Cela se passait au large des îles britanniques et irlandaises, par mauvais temps. Éric Tabarly n'était pas seul à bord puisqu'il convoyait alors avec un équipage professionnel, un voilier vers un rassemblement maritime en Écosse. Les conditions mêmes de la disparition du skipper restent encore, à ce jour, difficiles à comprendre et à expliquer. Là aussi, comme dans d'autres disparitions, telle celle de son frère de voile et un grand ami, Alain Collat, 20 ans auparavant, en novembre 1978, sur la première route du Rhum, reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, on a tout envisagé, tout pensé, tout dit et écrit à ce sujet. Force est de constater que l'histoire est parfois plus banale, plus ordinaire, plus cruelle qu'on ne l'avait envisagé. Alors, plus de 26 ans après les faits, au vu des éléments techniques et d'enquête que nous avons pu consulter, appuyés par quelques témoignages crédibles, essayons simplement de comprendre ce qui a pu se passer et ce qui a entraîné le drame. Éric Tabarly est né le vendredi 24 juillet 1931 à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique. L'océan Atlantique n'est à quelques brassées à peine, enjoliveur et tentant pour ces jeunes gens de la ville, qui rêvent alors de grands espaces, d'aventures et de défis. À l'école, il en fait largement à sa guise, se polarise sur la géographie, honnie l'histoire et trace sa route sans s'occuper des avis de quiconque. Il sait où il veut aller, même si cela reste encore brumeux. Ce sera la mer. Passionné par la navigation à voile dès son plus jeune âge, puisqu'à 3 ans à peine, il accompagne déjà son père sur les eaux au grand large. Il va, de façon surprenante, s'engager dans la marine nationale, dès 1952. Seul endroit, dira-t-il plus tard, où il trouvera de quoi assouvir sa passion. Il passe par Ourtin, puis ce sera Saint-Mandrier, Kouribga, au Maroc et la lointaine Indochine. Officier marinier, il sera également pilote d'aéronaval et sportif de haut niveau, ce qui en son temps était encore révolutionnaire. Car Éric Tabarly, comme quelques autres grands navigateurs de sa génération, fait partie de ces garçons doués, et quelques filles s'y joindront après, qui ne supportaient plus l'hégémonie obséquieuse et prétentieuse des marins britanniques qui, seuls, prétendent organiser toutes les courses au large, vont bien sûr les gagner toutes et se revendiqueront ainsi rois de la mer. La France, avec ses 3 façades maritimes généreuses et bien agencées, dispose d'un patrimoine maritime immense, et elle entend bien l'exploiter. À n'en pas douter, ces navigateurs hauturiers, intrépides du milieu du XXe siècle, et même d'après ces années-là, seront ses meilleurs ambassadeurs. Aussi, lorsqu'il gagne dès 1964 avec Penguin II, qui est alors un petit ketch de 13,60 mètres et d'un déplacement de 5,4 tonnes seulement, puis à nouveau en 1976 sur le grand Pendwick VI, ce très grand ketch de 22,25 mètres en aluminium et déplaçant 32 tonnes, la très célèbre et très prestigieuse course en mer anglaise au Star, c'est la consternation chez les Britanniques. Le précaré a été violé et qui plus est par des Français. Militaire hors norme et sportif émérite, il n'aura pas le temps d'exercer longtemps ses nouvelles compétences, car en juillet 1965,
Il est détaché au ministère de la Défense, sur demande expresse de Maurice Herzog, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et intime du président de la République, le général de Gaulle. On ne refuse pas une telle promotion, et c'est là qu'il va pouvoir donner la pleine mesure de ses talents. Et ils sont immenses, et se consacrer totalement à sa vraie passion, en entraînant dans son sillage des générations de futurs navigateurs qui énorgueilleront la France de leur talent. En effet, petit à petit, très à l'aise dans ce qu'il fait, il va former toute une génération de coureurs océaniques, bien français, et contribuera très largement, par ses victoires, au développement des activités nautiques en France. Son palmarès, démarré en 1964 et qui se terminera tragiquement en 1998, est impressionnant. On ne compte plus les courses qu'il a gagnées, et c'est sans compter son engagement total dans la voile française. Éric Tabarly a pris sa retraite du service actif en juillet 1985. Il a alors 54 ans de bons et loyaux services. Il est promu capitaine de frégate de la réserve navale en août 1988. Mais il n'a pas renoncé au rêve de la mer et de la course au large, loin s'en faut d'ailleurs. Homme de mer passionné et engagé, il a devancé son temps en expérimentant sur ses bateaux, notamment sur ses différents Pendwick, des techniques nouvelles, parfois fortement décriées, tant elles apparaissaient novatrices aux voiliers modernes de devenir de véritables bêtes de course, d'aller toujours plus vite et, pourquoi pas, de voler au-dessus de l'eau. Si nous devions donner qu'un seul exemple ici de ces innovations, parlons du concept des voiles, ces appendices plus ou moins grands qui élèvent le bateau au-dessus de l'eau pour filer toujours plus vite. Bien que très attaché à son vieux bateau, Pendwick, construit en 1898, et que son père avait acquis en 1938, alors qu'il n'avait que 7 ans, il va jouer un rôle éminent de pionnier dans le développement des navires multicoques, en concevant en 1968 son premier du genre, Pendwick 4, ancêtre, s'il en fut, de tous les multicoques. Pendwick, c'est la petite bête noire, la mésange en breton, et ça suffit amplement pour plaire aux garçons. En 1952, alors que son père envisage alors de revendre Pendwick, qui ne naviguait plus depuis 1947 et était en très mauvais état général, Éric Tabarly s'obstine et finalement le bateau lui revient. Son premier vrai bateau, le rêve d'une vie. C'est sur ce bateau-là, bateau attachant, bateau de cœur, qu'Éric Tabarly va disparaître en mer en juin 1998. L'histoire retiendra que l'homme et le bateau étaient liés à jamais. Éric Tabarly disparaît en mer d'Irlande, au large des côtes du pays de Galles, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juin 1998. Alors qu'il convoie en équipage Pendwick avec 4 autres skippers pour un rassemblement de voiliers organisé en Écosse, sur une invitation de William Five, architecte naval de renom, celui-là même qui avait déjà conçu, jadis, son premier navire, Pendwick. Cela non plus ne se refuse pas. On sait qu'à bord du bateau, qui vogue toute voile au vent, vers sa destination finale, le petit port de Fairlie, où il doit arriver le lendemain, se trouve le photographe de mer Erwan Kéméré, un Breton bien sûr, un couple d'amis, Antoine et Candida Costa, et Jacques-André Rebec, un autre fanat de voile. Parti de Concorneau, son port d'attache en toute fin de matinée, Pendwick fait alors route au nord après avoir doublé le cap de Land End.
Précisons qu'outre Éric Tabarly, seul Erwan Kéméré a une bonne connaissance du bateau. C'est d'ailleurs lui qui est à la barre durant la manœuvre fatale cette nuit-là. Mais le vent forcissant progressivement, l'équipage doit ramener les voiles. En outre, 2 ont été pris dans la grande voile, ce qui n'est pas catastrophique, mais tout de même embêtant. À 22h30 ce soir-là, Éric Tabarly décide d'amener la grand voile et de gréer la voile de gros temps, comme prévu. Il demande à tout l'équipage d'être à la manœuvre et de s'y préparer. Il est alors 1h15 ce samedi 13 juin 1998. Il fait très sombre, le temps est couvert, la mer est formée et courte. Le drame va avoir lieu en une fraction de seconde, inévitable, dramatique, fatal. En fin d'affalage de la corne, un fort coup de roulis, alors qu'on allait la saisir, a provoqué un balancement de tribord sur bâbord. Éric Tabarly, se trouvant à ce moment-là en train de saisir la voile, debout sur le capot de descente, a heurté sous la corne, à hauteur de poitrine et projeté à la mer sur bâbord. Éric tombe à l'eau et disparut à la vue de ses collègues. Il avait alors 66 ans et était encore dans la force de l'âge. Les autres navigateurs, présents sur le pont et affairés à ramener la voile, ont vu ce qui s'était passé. Ils réagissent aussitôt. Ils jettent une première bouée à l'eau. Ils éclairent la surface des flots, crient à perdre haleine, scrutent l'horizon, mais rien. L'équipage réagit bien. Le voilier manque au portant avec ses voiles d'avant, notamment le foc et la trinquette. Ils décident unanimement d'affaler toutes les voiles d'avant et de revenir sur leur route, au moteur désormais. Pour cela, ils mettent donc aussitôt cap au sud. En même temps, ils lancent successivement 2 fusées de détresse et, sur VHF portable, émettent sans interruption sur le canal 16, mais sans obtenir de contact. La batterie de la VHF, faiblissante, devient inopérante. Ils n'ont plus de contact ni avec un autre navire, ni avec la terre ferme. Jusqu'à 4 heures du matin, Pendwick fait route au sud. Puis, de 4 heures à 6 heures, l'équipage laisse Pendwick dériver vers le nord pour rebalayer une fois encore la zone où Éric Tabarly a dû tomber à la mer. Mais il ne voit rien. Ce n'est qu'à 7 heures du matin, ce samedi 13 juin 1998, alors que les premières lueurs de l'aube pointent doucement depuis l'est, qu'ils aperçoivent au loin les silhouettes d'un voilier et d'un navire de commerce. Ils déclenchent aussitôt une torche de détresse. Les 2 bateaux, les ayant vus, se déroutent aussitôt vers Pendwick. Les secours sont enfin déclenchés, avec l'assistance d'un hélicoptère de recherche en mer. En attendant la mise en place du dispositif de recherche et de secours, ils continuent les recherches avec l'autre voilier, le Longor Barda. Mais les premières recherches ce week-end-là ne donnent rien malgré tous les moyens engagés. Le vendredi 17 juillet 1998, vers 12h30, le corps d'Éric est repêché à 80 km environ au sud des côtes irlandaises, par les marins d'un chalutier breton, le Am Ividic, alors en pleine campagne de pêche. Le corps est aussitôt transporté à l'hôpital de Waterford, en Irlande, pour y être autopsié. Même s'il est devenu méconnaissable à la suite d'un séjour prolongé dans l'eau de mer, les présomptions quant à son identité sont très fortes. Il porte encore les bottes bleues qu'il affectionnait tant, son célèbre pantalon de coton rouge, ainsi que son pull marin bleu marine, avec l'inscription nominative Éric Tabarly. Le relevé dentaire adressé en urgence à l'hôpital écossais confirme la véracité des faits. L'autopsie, dont les résultats sont annoncés le lundi 20 juillet 1998, lève les derniers doutes qui pouvaient encore subsister
et révèle qu'Éric Tabarly est mort par noyade et que son corps ne présente aucune blessure. Il y a peu de choses à dire en réalité sur l'enquête ouverte. Aussitôt le drame connu. Les autorités maritimes qui en avaient été chargées connaissaient le sujet, les risques. Les témoignages étaient unanimes, l'homme était apprécié. Les conclusions de l'autopsie, pratiquées par des médecins légistes une fois le corps repêché, 1 mois plus tard, sont elles aussi sans appel. L'homme est décédé d'une noyade. Il ne présente ni trace suspecte, ni atteinte autre. L'homme décoré des titres et distinctions les plus prestigieux, très connu et très estimé, véritable icône, laissera derrière lui une foule de lieux de mémoire. Des cités de la voile, des quais, des approntages, des myriades de rues et de places, des collèges et établissements scolaires dans toutes les villes de France et d'outre-mer. Des bâtiments de navigation et de secours portent désormais son nom partout dans l'Hexagone. Des promotions successives de grandes académies navales portent également son nom. Des chansons et des livres retracent son histoire qui restera extraordinaire. Sa fille unique, Marie, née en 1984, essaiera de continuer à porter haut le nom et le prestige du père trop tôt disparu. Elle avait 14 ans lors du drame. C'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout mon cœur que Alain et Éric reposent en paix, à l'endroit qu'ils aimaient le plus au monde, la mer.